Écoutez, bonjour madame. Bonjour monsieur. Écoutez, je vous reçois pour votre livre édité aux éditions Passé Composé, de Wagner à Hitler, portrait en miroir d'une histoire allemande. J'ai trouvé votre livre très intéressant. L'idée de faire une biographie comparée tout en replaçant les événements dans leur contexte à la fois philosophique, culturel, politique, c'était vraiment très, très pertinent. Alors, je vais avoir une double question pour commencer. Alors, n'oubliez pas que il y a beaucoup de jeunes qui regardent ces vidéos, donc ils n'ont peut-être pas forcément certains prérequis historiques et intellectuels, mais d'une manière générale, comment vous pourriez présenter à la fois Wagner et Hitler? Alors, très simplement, je peux peut-être vous préciser le choix du portrait en miroir. Ça a été justement de rendre le livre accessible à tous. Au départ, j'étais partie sur l'idée d'un livre classique avec une partie sur Wagner et une partie sur Hitler. Et c'est vrai qu'avec mon éditeur, on s'est dit qu'en rendant la chose plus dynamique et donc plus visible pour le lecteur, on n'allait pas les perdre. Voilà. Alors, Richard Wagner, qui c'est Richard Wagner, je pense que même les jeunes personnes le connaissent. C'est un musicien allemand, un des plus grands musiciens allemands de son temps, qui est à l'origine notamment de grands opéras, qui a inventé l'œuvre d'art totale, c'est-à-dire un concept de à la fois bâtir la musique évidemment, mais également le texte, le livret, d'être en fait un espèce d'homme orchestre capable de tout faire pour son œuvre. C'est un homme qui est connu pour l'Anneau du Nibelung, qui est connu pour Parsifal, pour Lohengrin, Siegfried, enfin, plein d'opéras. Et ce qui est moins connu en revanche, c'est tout son côté artiste politique, si je puis dire, et notamment certains textes qu'il a écrits sur le judaïsme, où on voit se profiler son antisémitisme. Adolf Hitler, je pense qu'il n'est pas forcément à présenter. C'est le plus grand dictateur du monde, avec Joseph Staline, qu'on peut mettre un peu sur le même pied, pas dire piédestal parce que c'est très choquant. Il est à l'origine d'un génocide hors pair, d'une véritable entreprise de la mort, par les camps de concentration, par les fusillades de masse. Et j'ai essayé de montrer dans mon livre comment ce dernier avait copié beaucoup de concepts wagnériens. Alors, dans votre livre, à un moment donné, vous dites en page 41, donc l'extrait est un peu long, mais je dois le citer parce que ça vraiment nous plonge dans le sujet. Vous dites, avec ce livre, nous invitons donc à une meilleure compréhension des liens entre Hitler et Wagner. Nous nous plaçons dans le sillage des analyses selon lesquelles l'histoire allemande a pris, entre guillemets, un chemin particulier entre 1850 et 1950. Certains spécialistes, comme Jürgen Habermas, utilisent le terme de conscience régulière pour désigner le sentiment, porté notamment par la culture bourgeoise allemande, que l'Allemagne empruntait un chemin particulier au sein de la modernité occidentale. Être allemand impliquait de défendre la culture, avec un grand K, fondée sur l'inégalité entre les hommes et le culte des valeurs terriennes, ancestrales, contre tous ceux qui voulaient faire basculer l'Allemagne dans le cosmopolitisme niveleur de la civilisation. Entre 1850 et 1914, on va dire, avant la première grande déflagration mondiale, comment ça s'est manifesté concrètement en Allemagne, que ce soit dans la musique ou la culture ou dans le monde intellectuel? Alors, je vous avoue que je n'ai pas forcément, je ne suis pas forcément penchée dans le détail sur ces années-là parce que ce n'est pas forcément les années qui m'intéressent le plus. Concernant Wagner, il prend très vite un chemin différent déjà de par son romantisme, euh, qui n'est pas forcément le même que d'autres musiciens de son époque. Et encore une fois, il va vouloir vraiment lui construire, c'est ça aussi la grande nouveauté, construire son propre théâtre à lui, son palais du festival de Bayreuth, où il habitait, et que Louis II de Bavière a financé entièrement. Et à partir de là, il va avoir un opéra, un palais qui va être dédié uniquement à son œuvre. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais pour l'époque, c'est très fort. En fait, Wagner a imprimé une marque qui se perpétue toujours d'ailleurs à Bayreuth. Si un jour vous allez là-bas, vous êtes peut-être allé, je ne sais pas, c'est assez impressionnant à voir. Tout est dédié à Wagner. Toutes les rues s'appellent Siegfried, Parsifal, Strasse, machin. Et il a imprimé cette marque. Euh,
je ne sais pas trop quoi dire de plus. Ce que je peux dire ensuite, en revanche, si vous me permettez, sur les années qui suivent, les années du nazisme, ce qui est aussi très important et ce qu'on observe, c'est qu'on passe d'une conscience euh, individuelle à une conscience collective. On ne réfléchit plus par soi-même. Quand on est allemand dans les années 30, on réfléchit avec la pensée du Führer. C'est terminé. Il n'y a plus d'individualisme. Tout le monde doit penser la même chose. Donc beaucoup d'Allemands adhèrent à Hitler, on le sait, mais pas tous, évidemment. Mais ils sont obligés, quelque part, d'adhérer à ça. Et c'est très intéressant de voir comment on voit se profiler, quelque part, une espèce de religion politique. Moi, j'emploie ce terme, je n'ai pas peur de l'employer. C'est vraiment ça. Euh, on doit penser comme le Führer, à l'époque, il y a même certaines fois des fêtes de la moisson où les gens rendent hommage à la moisson parce qu'Hitler remet ça un peu à la mode et où ils pensent réellement que c'est grâce à Hitler que les fruits ont poussé, vous avez déjà dû lire ça, que les fruits ont poussé cette année, que le blé a été beau, et etc., etc. Donc on passe vraiment dans ce que j'appelle le Sonderwechsel aussi ça, c'est qu'on passe je me répète, mais dans une conscience collective. D'une manière générale, mettons entre guillemets de côté Hitler, mais par rapport à Wagner, comment vous expliquez son succès ou ses succès musicaux? Parce qu'en fait, grâce à vous, pendant que je lisais votre livre, dès que vous citiez un opéra, bah, j'allais sur Internet et je mettais l'opéra où je sortais le disque à la maison et pour essayer de comprendre, de m'imprégner. Et on a du mal quand même à se rendre compte de l'impact qu'a pu avoir le succès musical de Wagner. Parce que les opéras sont très longs, ça dure des heures. Enfin, oui, oui. comment vous expliquez alors cette. Oui, enfin, il y a eu un véritable succès. Enfin, alors, ouais, ouais. Alors, il y a deux choses. À mon avis, il y a deux choses. Déjà, il remet à la mode des mythes. Toute la mythologie germanique est remise à la mode parce que Wagner, il n'invente pas grand-chose au final. Il reprend des histoires qui existaient déjà avant. Parsifal, c'est vieux comme le monde, c'est Chrétien de Troyes à la base quand même, c'est le chevalier et la charrette, c'est pas récent. Il s'inspire de choses qu'il remet un petit peu à sa sauce et la musique qui est autour, c'est quand même une musique qui est, si vous avez un peu écouté, c'est très puissant, c'est très grandiloquent et ça plaît au peuple allemand. Et oui, il a quand même, il a été quand même assez rusé, enfin rusé, même, je dirais même il a pris un risque pour le coup de faire des opéras, comme vous dites, très longs, parce que enfin, 7 ou 8 heures de mettre chanteur, il faut avoir vraiment envie de les écouter. C'est vrai que c'est très prenant. Et en même temps, voilà, c'est ce que j'allais dire, en même temps, c'est très prenant parce que les décors sont somptueux pour l'époque. Il a eu aussi une force et une idée de génie, à mon avis, c'est d'enterrer l'orchestre. C'est-à-dire qu'à Bayreuth, vous ne voyez pas les musiciens. Ils sont en dessous. Vous ne voyez que les acteurs. Il voulait vraiment que les gens soient captivés par cela. Autre chose, si un jour vous allez à Bayreuth, on est extrêmement mal assis, je peux vous le dire. Il est impossible de s'endormir. C'est des toutes petites chaises qui sont restées en l'état où vous êtes vraiment très mal. Hein. Vous n'arrêtez pas de remuer parce qu'on est très mal installés, elles sont très dures. Et il avait fait ça exprès également en disant je ne veux pas de beaux fauteuils, je ne veux pas tout ça, sinon les gens vont s'endormir au bout de 8 heures d'opéra. Donc c'est quelqu'un qui a énormément réfléchi son produit. Je parle de produit parce que c'est comme je disais la marque Wagner tout à l'heure, donc je reprends le terme. Et encore une fois, oui, tout ce qui est opéra, tout ce qui est mythe, surtout tout ce qui est mythologie, ça passionne les gens, mais de tout âge et de tout temps. D'accord. À un moment donné, vous faites aussi un parallèle sur le rapport à la guerre entre Wagner et Hitler. En fait, vous nous apprenez que la guerre, ou plus exactement les conséquences de la guerre, enlèvent à Wagner son père, alors que Hitler, au contraire, il trouve dans la guerre, et je vous cite, vous dites une famille, un régiment, une raison de vivre. Est-ce que vous pouvez revenir là-dessus? Oui, effectivement. Alors, la guerre enlève Wagner à son père, oui. Là où je trouve qu'il y a un point commun entre les deux, c'est dans l'échec des guerres, dans les conséquences justement. C'est-à-dire qu'en 1848, première révolution allemande, Wagner s'implique, plus ou moins, parce que les avis sont partagés là-dessus. On ne sait pas trop s'il a vraiment participé aux bagarres sur les barricades, on ne sait pas trop. Mais en tout cas, bon, il y prend cœur, il y prend goût. Quand ça échoue, il est personnellement déprimé, il est personnellement touché.
c'est un échec vraiment personnel pour lui. Hitler, de la même manière, la Première Guerre mondiale, comme vous l'avez dit très justement, il se trouve une famille, il a l'impression d'appartenir à quelque chose, il fait plutôt bien son travail d'ordonnance, c'est-à-dire de passer des messages sur le front. Et quand il est blessé au, au front et qu'il se retrouve à l'hôpital, la première chose qu'il dit à son lieutenant, mais c'est mon lieutenant, je vais revenir, rassurez-moi, je vais revenir. Parce qu'il est, bon, c'est la fin de la guerre, donc ça, il ne va évidemment pas revenir. Et pareil, quand on va apprendre que la guerre est perdue, il va tomber aveugle dans tous les sens du terme, c'est-à-dire qu'il perd la vue quelques jours, je crois, et les médecins ne savent pas trop ce qui se passe. C'est évidemment un choc qui peut être soit psychologique, soit, à mon avis, plutôt dû au gaz moutarde qu'il avait pris dans les yeux, mais peu importe, il le vit également comme un échec personnel, une profonde dépression. Et selon ce qu'il raconte dans Mein Kampf, soudain, il retrouve la vue. Et alors, la mission arrive, la mission suprême que vous connaissez, sauver l'Allemagne. Mais tous les deux vivent cet échec, ce coup de poignard dans le dos. Évidemment, c'est la faute des Juifs pour eux, des deux côtés, dans les deux cas. Et ils le vivent comme quelque chose de très. C'est catastrophique pour eux. Parce que par rapport au rôle du père, vous nous dites, devant l'ambiguïté de sa paternité, parce que là vous revenez aussi sur l'histoire familiale de Wagner, oui. Vous dites Wagner allait lutter toute sa vie sur la définition de son identité. La mort d'un père est à l'origine de presque toutes les tragédies wagnériennes. Tauntzer, Lohengrin, Siegfried, Parsifal souffrent tous de cette solitude. Tous ou presque ont un père nourricier, un père remplaçant, mais un ersatz de bas étage, souvent représenté par un nain. Oui, c'est vrai. Alors pourquoi un nain? Parce que dans les opéras wagnériens, les nains sont des juifs. Et il faut savoir que le père adoptif de Wagner était juif. Ludwig Gaillard était juif. Et Wagner l'adorait. Enfant, il l'aimait vraiment profondément, à ceci près qu'il est profondément troublé quand les enfants du quartier de Brühl, où il habite à Leipzig avec donc son beau-père et sa maman, le traitent de kleine Jude, c'est-à-dire de petit juif ou de petit youpin. Et ça, c'est quelque chose qui ne lui plaît pas. Hein. Donc il y a une ambiguïté là-dedans. À la fois, il aime son père, enfin son père adoptif, et à la fois, ça le gêne qu'il soit juif quand même. Oui. Ça, c'est certain. Hitler n'a pas du tout la même relation avec son père. Lui, au contraire, son père, c'est un fonctionnaire, douanier, voilà, que la carrière, c'est très important. Il veut que son fils fasse comme lui, et lui n'a aucune envie d'être assis derrière un bureau. Il veut être artiste, et c'est un conflit permanent. Donc, quand le père va mourir, il a certainement versé des larmes, ce qui est normal, mais il est plutôt soulagé. Il y a un point aussi sur lequel j'aimerais avoir votre avis, c'est que bon, le livre est passionnant, très intéressant, vous racontez plein d'événements, des anecdotes, des éléments biographiques, intellectuels. Et en fait, quand Hitler découvre les opéras de Wagner, vous avez des passages très intéressants, qui nous permettent vraiment de nous rendre compte l'impact de l'opéra de Wagner sur Hitler. Quand vous citez les témoignages d'amis ou de camarades d'Hitler lorsqu'ils vont à l'opéra avec lui, vous dites que Hitler il vivait intensément les opéras de Wagner. Je voulais savoir, quand vous dites qu'il les vivait intensément, est-ce que vous pouvez nous dire ce que vous entendez par là? Et surtout, est-ce qu'on est certain de la pertinence de ces témoignages? C'est-à-dire est-ce que ce n'est pas avec le recul des années qu'il y a une reconstruction pour valider telle ou telle thèse historique ou intellectuelle? Alors, il y a effectivement un témoignage qu'on peut qualifier de, comme vous dites, un peu tendancieux. C'est celui de Kubitschek. Je vois très bien à quoi vous faites allusion. C'est à son ami de jeunesse qui raconte notamment une très longue anecdote que je n'ai pas citée in extenso parce qu'elle était un peu trop longue. Quand Hitler est à Vienne et qu'il voit, est à Linz, pardon, et qu'il voit Rienzi, donc un des opéras de jeunesse de Wagner, et qu'il se retrouve transcendé et qui lui fait la déclaration, main dans les mains, yeux dans les yeux, qu'il va changer l'Allemagne. Évidemment, il faut savoir que ce livre a été commandé par les nazis. Ce livre a été commandé à Kubitschek au moment où Hitler était au pouvoir. Donc, on peut très bien imaginer que c'était romancé. Là où je ne le crois pas, c'est ce que raconte notamment Ernst Hornstangl,
qui était celui qu'on appelait le pianiste d'Hitler, qui était également nazi, et qui avait un peu pour mission, si vous voulez, quand Hitler était dans ces périodes un peu de stress, comme on connaît tous, de lui jouer du piano, de lui jouer du Wagner, et il disait son nerf se remettait à la bonne place, et il déambulait comme un fou dans la pièce, il chantait les airs, il les connaissait tous par cœur. Donc là-dessus, j'ai pas de doute parce qu'il en a témoigné, Hans Stangl a vécu après la guerre, il en a témoigné plusieurs fois. Et je pense que c'est vrai. Je pense qu'Hitler avait vraiment une fascination totale. Je ne peux pas l'affirmer, mais je pense qu'il répétait ses discours sur du Wagner, sur un fond wagnérien, ça me paraît assez clair. Quand on voit à quel point la gestuelle est importante chez lui, si vous vous amusez à regarder des discours. Et oui, il était totalement passionné, au point que d'ailleurs, les premiers cadeaux des héritiers Wagner, ce sont des partitions originales. Et il va les garder jusqu'à la fin dans le bunker. Il va les garder jusqu'au bout. Il y a un autre élément sur lequel vous revenez pour marquer la fascination ou l'influence de Wagner sur Hitler, c'est par rapport au titre de son livre Mein Kampf, Mon combat, qui selon vous renvoie à ma vie. Là aussi, est-ce que vous pourriez en Ouais. dire deux mots? Ouais. Oui, moi, ce qui m'a frappé, c'est que quand j'ai lu les deux livres, je les ai lus évidemment plusieurs fois pendant mes études, pendant ma thèse et puis pendant mon livre. Et ce qui est frappant, c'est qu'il y a des phrases qui sont, on dirait actuellement de nos jours, on appellerait ça du copier-coller, vous savez. Il y a des phrases qui se ressemblent étonnamment, des formulations du genre « et soudain, je devins artiste »,« et soudain, je devins musicien ». Et on a la même chose de l'autre côté. « Et soudain, je devins politicien ». Et soudain ci, et soudain ça. Et il y a énormément d'idées alors, pas trop des idées, pas trop des pensées, mais il y a une stylistique qui se ressemble entre ma vie et Mein Kampf. Par contre, il y a les idées communes entre le judaïsme dans la musique, le petit pamphlet qu'a écrit Wagner sur les juifs, sur les musiciens juifs et sur la culture juive, et Mein Kampf. Là, par contre, les idées de Wagner sont extrêmement présentes, mais aussi développées dans Mein Kampf. Parce que le pamphlet, c'est quelque chose qui fait une 20-25 pages, tandis que Mein Kampf, c'est un pavé énorme, très difficile à lire d'ailleurs par endroits, à quel point c'est violent. On se demande encore, enfin moi je suis toujours profondément choquée de voir comment les gens ont pu adhérer à tout ça. Que tout était translucide dès 1924. Pareil, toujours au point des similitudes, vous rappelez que Wagner n'a pas connu le succès à Paris, donc Wagner détestait Paris, et d'un autre côté, ben, c'est aujourd'hui, enfin, c'était très clair à l'époque, hein, Hitler n'aimait pas tellement la France et les Français. Est-ce que Hitler n'aimait pas la France et les Français? Est-ce qu'on doit y voir un rapport avec la détestation de Wagner pour Paris, ou au contraire, c'est simplement politique, intellectuel Non, là, j'en suis pas sûre, je n'ai pas la réponse. Je pense que c'est le traité de Versailles qui l'a surtout traumatisé, il y a ça. Peut-être aussi qu'il a. Vous savez, Hitler est très artistique, très esthétique. Il aime ça. Il y a peut-être une petite jalousie aussi pour les monuments parisiens. Quand vous allez à Munich, c'est vrai que Munich, c'est assez joli, mais ça reste un peu brut par rapport à ce que nous avons, nous. Il y a peut-être une pointe, une once de jalousie là-dedans. C'est pas du tout impossible, parce qu'à l'époque où il était peintre et qu'il peignait des cartes postales, on ne voit rien de Paris. Il aurait pu très bien peindre Notre-Dame ou autre chose, et ce n'est pas le cas. Donc je me dis que c'est ambigu, mais en tout cas Versailles a été un traumatisme, c'est évident. Dans le livre, vous montrez que Hitler voulait devenir un artiste, peintre. Il tente deux fois les beaux-arts, deux fois il est recalé. Alors, c'est une question qui est difficile, mais là aussi, il y a une marge d'interprétation. Mais selon vous, est-ce qu'Hitler avait du talent dans le domaine de la peinture? Quand on voit ses œuvres, c'est de la reproduction, mais est-ce qu'il était assez fort pour pouvoir prétendre aux beaux-arts? Alors, moi, je ne suis pas peintre, alors je vais avoir du mal à répondre. Par contre, Hitler a un talent certain pour la copie.
c'est un excellent copiste, c'est un très bon copiste de cartes postales, c'est un très bon copiste de Wagner. Je pense qu'il a ça en lui. C'est quelqu'un qui reproduit. C'est quelqu'un, si vous avez lu René Girard, qui était un des plus grands, enfin qui est un des plus grands philosophes français pour moi, on est dans un mimétisme permanent. C'est-à-dire qu'il est capable de reproduire à l'identique. Il peut réciter pendant des heures, ça certains hommes le disent, des opéras wagnériens. Il est capable de reproduire parfaitement, selon certains spécialistes de la peinture, des œuvres, des cartes postales de la cathédrale de Munich ou d'ailleurs. Et je pense que, là encore, on a un point commun. Je pense que s'il avait peut-être travaillé, parce qu'il ne travaille pas, Hitler et Wagner ont ça en commun, sont des dilettantes terribles, l'un comme l'autre. S'il s'était donné peut-être un peu plus de mal, il aurait peut-être pu aboutir à quelque chose. C'est d'ailleurs ce que ses enseignants lui reprochent, de ne pas travailler assez, de se contenter de faire des choses qu'il sait faire et d'étudier les matières qu'il connaît et qu'il aime, surtout ce qu'il aime. Et Wagner est petit et pareil. Comment vous expliquez qu'aujourd'hui, avec le recul des années, parce que vous en parlez dans votre livre, c'est qu'il y a deux grandes thèses par rapport à l'influence de Wagner et sur le national-socialisme et sur Adolf Hitler. Il y en a certains qui disent que c'est avéré, puis d'autres qui sont plus mitigés, plus circonspects. Comment expliquez-vous qu'il n'y ait pas un consensus intellectuel, universitaire ou historique concernant cette fameuse influence qu'aurait eu Wagner sur Adolf Hitler et tout ce mouvement politico-culturel qu'a connu l'Allemagne à partir des années 24 ou années 30? Oui, bah, écoutez, c'est simple. Il y a deux choses. La première, et c'est ce que j'ai essayé de montrer dans mon livre, c'est que moi, je n'accuse en rien Wagner directement. Wagner était mort, que Hitler n'était pas né. Enfin, vous comprenez, à la rigueur, on peut l'appeler proto-nazi, mais on ne peut pas le traiter de nazi, il n'était pas là. Moi, je porte une responsabilité très claire et très établie sur ses héritiers. Surtout sur sa belle-fille, qui a vraiment aidé Wagner, qui lui a fourni le papier pour écrire Mein Kampf. Je veux dire, c'est quand même pas rien. Même si elle l'a minimisé au moment des procès d'après-guerre, ce n'est pas rien. En revanche, il y a une autre école qui est celle des Wagnériens, des Wagnériens qui ne supportent pas qu'on touche à Wagner. Et encore aujourd'hui, il y en a plus que vous croyez, qui vont vous dire que c'est. Enfin, moi, j'ai eu des messages pas très sympas de certains qui m'ont dit mais comment vous pouvez critiquer la musique, et c'est ce que je n'ai jamais fait d'ailleurs. Je pense qu'on peut regarder les œuvres de Ferdinand Céline, de Louis-Ferdinand Céline, c'est pareil. On peut critiquer l'homme tout en trouvant sa musique superbe et son œuvre absolument géniale, et c'est ce que je fais. J'aime écouter Wagner de temps en temps, certains opéras plus que d'autres, et je pense qu'il n'y aura pas de consensus, parce que Wagner, ça touche aux tripes, et les vrais Wagnériens ne veulent pas entendre parler de... Même aux archives de Bayreuth, je raconte l'anecdote dans mon livre, je me suis fait refouler rapidement parce que je venais titiller un sujet voilà, qui ne leur plaisait pas, dont ils n'avaient pas envie d'entendre parler. Donc ils m'ont fait gober, les jeunes à l'époque, ils m'ont fait gober qu'il n'y avait pas d'archives. Je sais qu'il y en a, grâce à Gottfried Wagner notamment, qui m'a certifié que c'était faux et qu'il m'avait bien mené en bateau. Mais vous voyez, ça reste un sujet qui fait encore débat aujourd'hui, et je pense qu'un consensus, il n'y en aura jamais. Quand vous allez dans des colloques sur Wagner, vous avez soit des colloques qui sont entièrement tournés vers Wagner, dédiés à Wagner, il ne faut surtout pas que j'y aille, par exemple, parce que je ferai la porte barrée. Et il y en a d'autres, au contraire, ça va être beaucoup plus politique, on va parler de choses, mais vous avez rarement les deux publics, c'est ça que je veux dire. C'est un peu comme avec Hitler et ce débat, vous savez, entre les intentionnalistes et les fonctionnalistes. Il y a deux écoles, voilà, c'est difficile de trouver un consensus. Il y a un point que je trouve paradoxal, j'aimerais avoir votre avis là-dessus, c'est que vous nous dites que Wagner a beaucoup influencé Hitler, mais dans le livre phare d'Adolf Hitler, c'est vous-même qui le dites et qui le relevez, donc Mein Kampf, son livre politique, Wagner est très peu cité, très peu mise en avant. Comment expliquer qu'une personne qui a eu autant d'influence ne soit quasiment pas citée dans le livre politique de référence de l'homme en question?
Alors, déjà, il le cite, mais c'est masqué. C'est vrai qu'on ne le voit pas. On ne le voit pas forcément. Quand on connaît l'œuvre de Wagner, on repère très vite les choses. Mais il n'est jamais cité parce que il y a une part très intimiste. C'est-à-dire que Hitler, il aime Wagner, mais il n'en parle pas. Il en parle à ses hommes, à deux, trois personnes. Il y a eu Rauschning, il y a eu Kubitschek plus jeune, il y a eu deux ou trois autres personnes comme Goebbels. Mais il n'est pas. Il reste secret, si vous voulez, là-dessus. Et en plus, il y a autre chose, il est quand même le Führer, si vous voulez. Il a toujours dit qu'il n'avait pas d'idole. Donc, il ne va pas se mettre à écrire un livre de fanatique en mettant en avant Wagner toutes les 5 pages. Ça ne va pas avec son portrait qu'il est en train de se créer à l'époque déjà. Il est déjà en train de penser au Führer. Il ne faut pas rêver. En 24-25, il a déjà ça dans la tête. Donc, je pense que tout ça, c'est voulu et que oui, il y a aussi une part d'intimiste. Il ne se confie pas sur sa passion pour Wagner à tout le monde. Et d'une manière générale, aujourd'hui, lorsque vous avez raconté que vous avez reçu des messages pas très sympathiques de certaines personnes, comment vous expliquez justement vous, votre livre, vous dites pas de mal de Wagner, dites sa musique, vous racontez une histoire. Non. Voilà. Comment vous expliquez en fait cette incapacité donc des purs wagnériens à ne pas être capables de comprendre qu'il peut y avoir au-delà de la musique des enjeux politiques, intellectuels qui peuvent être soulevés? Je ne sais pas, je pense que c'est passionnel. C'est comme quand vous aimez un sportif et qu'il ne faut pas le critiquer. On l'a vu avec, je vais faire une aparté qui n'a rien à voir, mais on l'a vu avec Karim Benzema récemment. Et son retour, il y en a qui l'adorent et il ne faut pas dire de mal, et il y en a d'autres comme moi qui vont dire non, il a craché sur la Marseillaise, c'est impardonnable. C'est pareil, ça les prend aux tripes. Wagner, c'est quand même un des plus grands musiciens allemands. Et je crois que ça ne s'explique pas. Certaines personnes, et c'est des personnes qui sont extrêmement qualifiées, mais j'ai l'impression qu'ils ont des œillères et qui ne veulent pas voir. Je pense qu'au fond d'elles, elles le savent très bien. Peut-être qu'elles partagent aussi, certaines partagent peut-être les mêmes idées que lui, allez savoir. Et du coup, n'ont pas forcément envie d'aller critiquer, d'aller remuer ça. Et je pense surtout qu'ils veulent préserver aussi ce génie musical et qu'ils ont peut-être peur que si on découvrait la vérité, enfin, je me rappelle d'un de mes professeurs récemment qui m'a dit oh là là, j'écoute Wagner tous les soirs, j'ai honte. En lisant votre livre, j'ai honte. Je ne savais pas tout ça. C'est pas connu. Et voilà, je pense qu'il y a ça aussi. Certaines personnes ne veulent pas qu'ils soient entachés de quoi que ce soit. Et c'est quand même c'est un demi-dieu en Allemagne, hein, encore aujourd'hui. Hein. Pour Il y a, certains. ouais, oui. Il y a aussi un autre parallèle qui est saisissant, c'est quand vous parlez de l'homme artiste politique et de l'homme politique artiste, c'est que Wagner s'est essayé à la politique. Vous en parlez, vous dire lors de la révolution de 1848-1849, Ouais. il vit très très mal Mmh. son échec, peut-être dépression ou pas. Et d'un autre côté, on a un homme politique qui a essayé de devenir artiste, mais qui a échoué. Je trouve que ce miroir de l'échec dans un autre domaine, enfin, que le leur, si je puis dire, est assez intéressant aussi à étudier, à analyser et à mettre en avant. Mmh. Tout à fait. Tout à fait. Puis il y a une inversion également, c'est-à-dire qu'à la base, Hitler, il veut être artiste. Il le dit tout de suite, tout petit. Il veut être artiste, il n'y arrive pas, il devient politique. C'est un peu, comment vous dire, c'est une maigre consolation. C'est pas ça qu'il voulait faire. C'est vraiment pas ça qu'il voulait faire. Wagner, au départ, il veut être poète, il veut écrire. Il n'est pas bon. Il va s'essayer au théâtre, il est moyen Oui, également. il Et le dit. finalement, à la musique, il va y arriver. Donc, vous voyez, c'est un petit peu pareil. Il y a une sorte, alors un poète n'est pas forcément politique, attention, hein, c'est pas ce que je veux dire, mais ils n'ont pas forcément eu la réussite qu'ils auraient voulu avoir tout de suite. Donc ça aussi, c'est un portrait que j'ai trouvé intéressant de mettre en lumière, de montrer en fait qu'il y a une inversion, qu'il y a d'un côté, on a un artiste, effectivement, un artiste politique avec Wagner, et puis on a un politique artiste avec Hitler. Parce que dans sa politique, la politique nazie, elle reste très esthétique. Alors, je ne parle pas des camps et de toutes ces horreurs, hein, on est d'accord. Mais je parle par exemple des congrès de Nuremberg, c'est absolument somptueux. Si vous regardez des films là-dessus, les lumières, le jeu de lumière,
la cathédrale de lumière, le Zeppelin, cette foule en masse, c'est vrai que c'est prenant. Il faut reconnaître que c'est prenant. Je lisais récemment le journal d'un diplomate français, justement, qui avait assisté à un congrès de Nuremberg, qui disait ah oui, je ne voulais pas croire qu'il y avait une conscience collective en Allemagne. Ah, mais oui, oui, c'est vrai. Et puis, ça prend. Ça fait drôle de le voir arriver tout à coup dans la lumière comme une star, un peu. Maintenant, on dirait une star, vous savez, dans un concert. On s'imaginerait. Et voilà, donc il reste. J'ai envie de dire que l'art ne l'a pas quitté. En ce qui concerne Hitler, l'art ne l'a jamais quitté. Et Wagner, c'est pareil pour la politique. Il a toujours eu un regard sur pas mal de choses. Il a écrit quand même beaucoup d'œuvres en prose, il faut savoir. Hein. Des écrits de régénération en fin de vie, Race et Révolution, il y en a énormément. Il n'y a pas que les opéras. À côté de ça, il y a toute une autre œuvre. Et c'est justement cette œuvre-là qui m'intéresse. Et c'est justement cette œuvre-là que les purs wagnériens n'ont pas envie d'entendre parler. Mais elle est conséquente. Oui, non, mais c'est ce que vous dites sur les cérémonies de Nuremberg. Quand on regarde ça aujourd'hui avec le recul des années, c'est vrai qu'il y a un sens de l'esthétisme, il y a quelque chose d'à la fois d'effrayant et en même temps quelque chose de fascinant. Quand on voit les hommes qui marchent, les colonnes romaines, et c'est vrai que ce sens de l'esthétique, il est très marqué. Et tout à l'heure, vous disiez comment les gens ont pu adhérer à ça, mais c'est vrai que quand on voit ces cérémonies, il y a une espèce d'attraction, enfin, ça dépasse l'entendement humain. Je ne sais pas comment vous expliquer. Oui, c'est ça, et c'est exactement ce que je disais dans le livre du diplomate français, c'est Denis de Rougemont, j'ai retrouvé le nom entre-temps. C'est ce qu'il dit, qu'il y a une attraction, qu'on est pris par cet homme au sourire extatique et qu'on n'arrête pas à lâcher son regard. Il y a quelque chose d'hypnotique. Il faut savoir qu'Hitler avait des pouvoirs de médium, ça j'en suis convaincue. Je n'en parle pas forcément dans ce livre-là, j'en parlerai peut-être un jour à un autre moment. Mais en tout cas, il a une capacité à posséder l'autre. Voilà, à subjuguer, à posséder l'autre, et pas seulement l'autre, mais une foule entière. Donc c'est extrêmement fort d'imaginer ça. Et c'est vrai que quand on regarde, on n'y était pas en vrai, et puis j'ai envie de vous dire, heureusement pour nous, mais quand on regarde des vidéos de l'époque, même dans ses discours, il a quand même une capacité à captiver l'auditoire que bon nombre de politiques pourraient lui envier encore aujourd'hui. On voit que c'est parfois un peu plat. Il a cette puissance, il incarne, c'est un acteur. C'est là où je veux en venir. Et là, on en revient à l'opéra. Ça aurait été un excellent acteur d'opéra. Il faut savoir que toute son enfance, il était élevé par les prêtres et il chantait. Et il chantait très bien. Il a même pensé un temps devenir prêtre. Et puis très vite, il s'est rendu compte que non, la prêtrise, ce n'était pas pour lui. Mais il a vraiment un côté, oui, hypnotique. Je pouvais dire en un seul mot, je dirais ça, hypnotique. Est-ce que vous savez quel était l'opéra de Wagner que Hitler préférait? Alors, on ne sait pas parce qu'il dit parfois que c'est Parsifal, il dit souvent Parsifal, il dit parfois que c'est les maîtres chanteurs. Alors, à chaque fois, c'est son préféré. J'ai l'impression qu'il aimait vraiment tout parce que le peu de fois où il parle d'un opéra, il dit ah ça c'était mon préféré. Par contre, il a très bien compris Parsifal et ça c'est assez étonnant. Il a extrêmement bien compris Parsifal, là où beaucoup ont vu quelque chose de pieux, quelque chose de saint, de sacré. Lui a très bien vu qu'en fait, non, Kundry, la femme juive par excellence dans l'opéra de Wagner, fallait qu'elle meure à la fin. On avait beau essayer de la baptiser, c'était trop tard. Elle était juive, elle était foutue. Et c'était comme ça. Et ça lui plaît beaucoup. Ça lui plaît beaucoup. Et il faut savoir en 1933, il va réclamer une nouvelle mise en scène de Parsifal, plus barbare. Il va faire spécialement la demande à Winifred Wagner, alors pas en ces termes, mais en disant qu'il voulait que ça soit remis à la sauce de l'époque, donc du nazisme, si vous voulez. Et cet opéra va être extrêmement mauvais. La mise en scène va être très mal prise. Elle va être qualifiée d'orgie de l'enfer, notamment de barbarie à outrance par la critique. Donc ça, après, on n'a pas, effectivement, on ne sait pas ce qu'Hitler en a pensé parce qu'il n'y a pas de, Et de texte, il n'y a pas de matière. C'est dommage, hein, d'ailleurs. J'aurais bien aimé savoir.
Mais il n'y a pas de matière. J'ai encore deux questions. Tout à l'heure, vous avez dit que Ouais. qu'à l'époque, le succès des opéras, c'était parce que Wagner remettait au goût du jour la mythologie, Siegfried, etc. Euh, Hmm. mais est-ce qu'on sait si ça a vraiment marqué les Allemands? Enfin, je veux dire que les gens qui écoutaient les opéras dans les années 25, 30, etc., lorsqu'ils écoutaient les opéras de Wagner, est-ce qu'ils étaient vraiment séduits par ce côté mythologique, moyenâgeux, quête du Graal, etc., ou c'était vraiment que la musique? Enfin, est-ce qu'on est sûr que les gens ils étaient aussi intéressés à la fois par la musique et la mythologie? Est-ce que c'était pas que la musique finalement? Je n'ai pas la réponse. Là, je n'ai pas la réponse. Je pense que c'est un ensemble parce que je sais que le mythe, par exemple chez nous en France, le mythe c'est quelque chose qui passionne. Je sais que la littérature mythologique en Allemagne, elle est bien fournie aussi. Donc je pense qu'il y a un attrait pour les deux. Je pense que le fait de connaître l'histoire, parce que les grands mythes, on les connaît tous, je pense que le fait de connaître l'histoire, quelque part, on sait déjà un petit peu et la musique, du coup, elle coule par-dessus. Il y a peut-être ça, mais j'ai pas la réponse exacte là-dessus. D'accord. Et moi, j'ai une Je dernière n'ai pas fait question. d'études ressourcées là-dessus. Et moi, j'ai une dernière question qui est plus personnelle. Ouais, Vous me la pardonnez, enfin, ouais. voilà, vous m'excuserez. Est-ce que vous Non, je vous en appréciez prie. est-ce que vous appréciez l'opéra de Wagner? Et si oui, est-ce que vous avez un opéra préféré? Certains. Alors, j'apprécie pas tout parce que, en général, je trouve que c'est un peu trop, voilà, grandiloquent, tambour, trompette et tout. J'aime beaucoup Tannhäuser. Il y a des morceaux de Tannhäuser que j'aime bien. J'aime bien l'ouverture des maîtres chanteurs, malgré tout, c'est pas honte de le dire. Après, moi, j'aime plutôt Tchaïkovski, Chopin. Vous voyez, je suis assez mes goûts sont assez différents. Après, je reconnais que le génie est là. J'ai assisté une fois au festival de Bayreuth, au maître chanteur, et j'ai été prise du début à la fin. Je l'avoue, hein. Je l'avoue. Bon, c'est quelque chose qui est quand même assez prenant. Le jeu des acteurs, il fait aussi beaucoup. Mais je ne suis pas forcément une grande auditrice de Wagner, hein. D'accord. Mais écoutez, je vous remercie beaucoup pour cet entretien. Donc, Fanny Chassin-Pichon, de Wagner à Hitler, portrait en miroir d'une histoire allemande chez Passé Composé. Merci beaucoup. Merci à vous.